congrès de la Fédération CGT des services publics. Je vais te parler de PPCR. Donc, dans le cadre du PPCR, une large consultation a été lancée par la CGT Fonction publique auprès des agents. Les avis qui sont remontés ont été largement négatifs, ce qui a amené la CGT à ne pas signer l'accord. Manuel Valls a sorti ce que nous appelons, nous, le 49.3 antisocial. Le dialogue social devient difficile. Le dialogue social est difficile depuis un moment. Et au sujet de PPCR, alors qu'on sortait d'une négociation justement sur le dialogue social, d'une loi sur le pseudo-dialogue social, la première chose que fait le gouvernement, effectivement, c'est de ne pas respecter l'avis des salariés, de ne pas respecter une majorité des syndicats et de valider donc un accord minoritaire. Donc en termes de conception de la démocratie, effectivement, avec PPCR, le gouvernement a confirmé sa conception de la démocratie qui n'est pas la même que la nôtre. D'ailleurs, la consultation est une bonne chose. Vous avez été un peu précurseur de ce qu'on essaye de généraliser à la Confédération, puisqu'on lance dans quelques jours une grande consultation des salariés. Donc, si les agents ont refusé ce projet, c'est qu'ils se sont fait une opinion à partir de ce qu'a fourni comme explication la Fédération, un certain nombre de documents. Et quand les salariés ont le choix, ils font le bon choix, c'est-à-dire refuser des reculs sociaux. Donc, effectivement, il faut demander l'avis des salariés, il faut leur expliquer, il faut discuter avec eux. Et il n'y a aucune raison que le résultat de la consultation ne corresponde pas à ce qu'on pense et à ce qu'on leur a expliqué. On voit bien dans la dernière période que le gouvernement, mais le patronat aussi, a essayé de mettre les syndicats en opposition avec les salariés. Je pense notamment au référendum, au pseudo-référendum qui a été organisé à la Smart. Il y aurait beaucoup de choses à dire dessus, puisque, par exemple, ils ont consulté qu'une partie des salariés et pas l'ensemble des salariés. Donc la première chose, c'est de montrer que la démocratie, elle doit vivre. Et demander l'avis des salariés, c'est important. Derrière, il y a besoin d'élever le rapport de force. Si le gouvernement ou le patronat pour les salariés du privé ne respectent pas les décisions des salariés, eh bien, il y a besoin de se mobiliser, de discuter. Mais en tout cas, le fait de pouvoir se compter et de dire qu'on est nombreux à refuser un projet, ça donne confiance pour passer à l'étape supérieure et qui est la mobilisation. Donc oui, il y a des marges de manœuvre. Les débats doivent continuer, d'ailleurs ils continuent. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels les fonctionnaires territoriaux ne sont pas contents. Je pense par exemple à la question salariale qui est une question... Gelé depuis le point d'indice est gelé depuis 5 ans, donc ça c'est un vrai sujet. Donc il y a, oui, la marge de manœuvre, c'est de prolonger la démarche de consultation dans la mobilisation, et je crois que c'est ce qui est d'actualité chez les fonctionnaires territoriaux, mais parmi tous les salariés, en tout cas c'est ce que prône la CGT. Être concret, c'est aussi interroger les salariés sur comment ils voient leur engagement dans l'action. Ils ont des idées. On a tendance, évidemment, la grève, c'est le premier, je dirais, sujet qui nous vient à l'esprit, en tout cas la première chose qui nous vient à l'esprit, mais il y a dans des tas d'endroits des salariés qui ont des idées pour montrer leur mécontentement, agir sous des formes différentes. Donc voilà, la CGT, elle est là pour débattre et discuter avec eux, y compris sur les formes d'action. Le rapport de force... En tout cas, la possibilité de se mobiliser pour contrer des directions d'entreprise ou des collectivités territoriales ou le gouvernement, elle n'est pas évidente comme ça. Donc il y a besoin que les militants CGT, ils mouillent la chemise, ils usent de la salive, comme pour la consultation, et de dire, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et il n'y a pas d'autre chose à faire que de se mobiliser. Ça fait partie de cette étape. Évidemment, c'est compliqué, tout le monde en est conscient. Mais tout le monde est convaincu que sans rapport de force, on ne peut pas changer la donne. Voilà, c'est l'enjeu de la période. Enfin, ça fait un petit moment, mais je crois que c'est encore plus d'actualité aujourd'hui. C'est proprement scandaleux que, évidemment, certains qui ne cessent depuis des années de critiquer les fonctionnaires, leur rôle, leur engagement, etc., soient relayés aujourd'hui par un gouvernement qui se dit de gauche et qui a... en son sein un jeune monsieur, un jeune premier, qui est un peu le porte-parole de la droite au sein du gouvernement, qui s'appelle Emmanuel Macron,
et qui donne des leçons à tout le monde. Et d'ailleurs, à ce propos, tout ce qu'il y a suite aux attentats de la semaine dernière, où beaucoup de personnes ont voué les mérites des agents des services publics, quels qu'ils soient, il y a besoin de les remettre à leur place en disant oui, cet engagement, ça se voit quand il y a des phénomènes extraordinaires, mais ça se voit au quotidien, tous les jours, avec les usagers, que ce soit dans les mairies, dans les hôpitaux, dans les ministères, etc., etc. Donc je crois qu'il y a besoin de hausser le ton là aussi en disant ça suffit, les critiques contre les fonctionnaires. Il y a besoin de services publics qui se développent. Et là aussi, c'est un vrai enjeu de la période, un vrai débat dans la période, la place et le rôle des services publics et des agents des services publics. Gilles, il y a eu des luttes contre la précarité dans ton département, notamment dans ta ville, Le Mans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement, depuis de nombreuses années et bien avant la sortie de la loi sur la résorption de la précarité, on a engagé de fortes luttes pour la résorption dans de nombreuses collectivités, mais principalement là où il y a des corps féminins, sur tout ce qui est le secteur de l'éducation, de l'animation et dans les maisons de retraite. Donc le point positif, c'est que toutes ces personnes-là qui étaient contractuelles depuis de nombreuses années ont pu obtenir un véritable statut avec un déroulement de carrière. Et juste pour dernier point d'appui, nous sommes engagés actuellement avec le syndicat du conseil départemental de la Sarthe à une lutte commune sur les assistantes maternelles et les assistants familiaux qui sont des agents précaires mais sans statut pour une véritable reconnaissance d'un statut pour ces personnels-là. Alors sur le département et plus particulièrement sur ma ville, en 5 ans ça a été 97 titularisations. Comme je le dis, des femmes qui étaient aussi à temps non complet et sur lesquelles elles tendent aujourd'hui principalement vers le temps complet. Il ne reste plus qu'une fourchette de salariés aux alentours de 33-34 heures par semaine. Mais nous poursuivrons et nous continuerons à amener la lutte. D'abord, c'est une mobilisation des salariés, bien évidemment, chacun se prenant en responsabilité et considérant qu'elles ont une véritable fonction au sein des collectivités territoriales. Et bien évidemment, nous avons orchestré toutes ces luttes en travaillant à travers les comités techniques, à travers des rencontres dans les collectivités, pour forcer les maires des collectivités à engager des plans de résorption de précarité sur des calendriers qui n'ont jamais excédé plus de 3 ans. Est-ce qu'il y a eu des luttes sur le terrain ? Il y a eu quelques luttes sur le terrain, des appels à des arrêts de travail, principalement sur ma collectivité du Mans, dans tout le secteur de l'animation et de la restauration scolaire, qui se sont traduits le jour même, lors de négociations, à un plan de titularisation. De mémoire, en septembre 2014, 17 agents qui travaillaient dans le secteur de l'animation ont été titularisés sur un temps complet. Didier, il y a eu des luttes contre la précarité dans ton département, peux-tu Alors, en parler ? Dans mon département et dans ma ville, puisque je suis syndiqué à la ville de Nantes, donc chargé entre autres des questions de lutte contre la précarité. Donc, dans le cadre de la loi du 12 mars sur la titularisation des non-titulaires, des contractuels, on a durant 6 mois monté une permanence précarité devant les grilles de la mairie, donc tous les lundis, donc pendant 2 heures, déjà pour montrer aux habitants qu'il y avait un gros problème de précarité, puisque on avait à peu près 600 auxiliaires qui travaillent tous les jours à la ville de Nantes et 170 contractuels. Donc ça, on a voulu déjà informer la population, informer les élus par rapport à ça. Et aussi, cette permanence, c'était dans le but de pouvoir à ce que les personnes concernées par la précarité puissent venir nous rencontrer tous les lundis soirs. Sur le terrain, avant de démarrer cette permanence précarité, on a fait un premier rassemblement, un midi, un jour de conseil municipal, pour donc dénoncer la précarité. Donc ça a été dans le cadre d'un rassemblement. On a fait un barbecue aussi en même temps parce qu'il fallait que ça soit quelque chose de convivial et donc qui a rassemblé à peu près 300 salariés de la ville de Nantes, précaires, contractuels et titulaires, puisqu'on voulait aussi associer à la lutte les titulaires par rapport à ça, quoi. En termes de titularisation, on avait 80 agents à la ville de Nantes qui étaient concernés par la titularisation. Il y en a 28 qui se sont présentés aux sélections professionnelles. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a obtenu quand même un état des lieux qui est passé au CTP. Et donc a montré qu'il y avait 80 personnes qui pouvaient être concernées par cette loi qui est quand même très restrictive, puisqu'il y avait des critères très particuliers.
Et donc on en a une trentaine qui ont passé les sélections professionnelles et qui ont tous été titularisés, quoi. C'est une belle victoire, mais la lutte continue puisque nous, ce qu'on revendique en termes de résorption de la précarité, c'est qu'aujourd'hui, sur les remplacements courts, c'est qu'on mette en place des équipes volantes de titulaires. C'est-à-dire, par exemple, dans la restauration scolaire, on sait qu'il nous faut 80 remplacements tous les jours. Donc au lieu d'avoir des contractuels qui travaillent quelques heures par mois, ce qu'on veut, nous, c'est des équipes volantes de titulaires sur les remplacements courts et pour les remplacements longue maladie ou des congés de maternité, des vrais contrats de travail à durée déterminée, mais qui prennent en compte la qualification professionnelle et donc derrière des vrais salaires. Qu'est-ce que vous en pensez du salaire au mérite? Très bien. C'est très bien. Pour moi, c'est une chose qui aurait dû être pensée il y a quelques années même. Mais c'est un peu à la tête du client quand même. Non, je pense pas. Je pense pas quand on... Non. Non. Je suis pas d'accord. Si vous n'êtes pas bien vu par votre chef pour X raisons, parce qu'on n'a pas forcément d'infinité avec tout le monde, hein, votre salaire, il en pâtira. J'ose espérer que cet état d'esprit n'existe pas chez nous, mais oui. Je ne peux pas l'affirmer haut et fort, mais... Je dirais que ça ne devrait pas exister, dans le sens où chaque personne devrait faire ce qu'elle a à faire pour lequel elle est employée. Et je trouve dommage de devoir donner des salaires au mérite, parce que tout le monde devrait faire son boulot. Franchement, je sais pas. Non ? Franchement, non. Pour vous, c'est bien ou c'est pas bien? Ça peut être bien comme pas bien. Au mérite? Ah oui, pour, oui. Vous êtes pour? Oui. Ah ouais, faudrait que... c'est pas terrible. D'après ce qui se dit, il y a quand même pas mal d'abus en termes d'arrêt. Donc est-ce que le salaire au mérite n'est pas un petit levier peut-être? Bon, les arrêts de travail, c'est vrai, ça peut arriver, mais il y a arrêt de travail et arrêt de travail. J'aurais estimé y avoir un peu droit. D'accord, donc pour vous c'est une bonne chose. Oui. Moi, je suis catégorique là-dessus, moi. Qu'est-ce que ça veut dire, le mérite? Je pense qu'on ne doit pas tous avoir la même définition du mérite. Voilà. Donc là, il faut être très très prudent. Ça permet une trop grande liberté qui ne serait pas très claire aux responsables. Voilà. Pourquoi pas? Faut voir. Avant tout, on est tous fonctionnaires, donc on part du principe que tout le monde fait son travail du mieux qu'il peut. Donc voilà, il n'y a pas à avoir plus de mérite ou moins de mérite. On fait notre travail en fonction des compétences que chacun a. Ça sème la zizanie plus qu'autre chose. Ça divise le personnel, exactement. Ouais. Ok. Donc plutôt contre. Plutôt contre, fortement contre, effectivement. Yann Willems-Gaudrian, tu es donc secrétaire général de l'EPSU. Peux-tu nous présenter l'EPSU? Oui, bonjour. L'EPSU, c'est un lieu d'échange pour le syndicat, pour échanger notre praxis, notre expérience. Mais nous sommes aussi plus. Nous sommes aussi une organisation qui veut peser sur la décision de notre employeur, de notre gouvernement, les institutions européennes, les décisions qui pèsent sur notre travailleur, travailleuse, notre famille, notre communauté. Nous sommes aussi une organisation qui mobilise pour l'action et l'échange. L'EPSU rejette les politiques brutales d'austérité injustes et inefficaces. Quelles sont les mesures proposées par l'EPSU nécessaires pour une Europe sociale plus juste? C'est très important qu'on arrête avec cette politique faillite d'austérité qui a résulté dans la réduction de salaire, dans la perte de postes dans l'emploi, spécialement dans le service public. C'est important que nous renforcions notre droit syndical, le droit de grève qui est en attaque en plusieurs pays en Europe, le droit de convention collective, de négociation, de dialogue social. C'est important qu'on investisse, qu'il y a les investissements dans le service public, dans l'infrastructure. C'est important que nous combattons contre le traité du libre-échange comme TTIP, TISA, CETA avec Canada. Et spécialement important, c'est que nous arrêtons avec l'évasion fiscale. Chaque année, il y a 1000 milliards d'euros perte d'impôts par la RIS, par les entreprises comme McDonald's, comme Google, qui sont perdues. Et ça, c'est l'argent qui est là pour investir dans le service public, l'infrastructure, dans notre salaire dans le service public.
qu'une banque me dise « Stop! On arrête tout! On ne fait rien sans toi! Pour nous, ton avis est capital! Alors, on va noter toutes tes idées et on va tout mettre en œuvre pour les réaliser parce que le client, c'est toi! » Ouais, je sais, je rêve. Mais cette banque n'est pas un rêve. Un virus venu du froid qu'on appelle gastro-entérite. La prochaine fois, je mettrai ma cagoule. Mais un conseil mon gars, fous ta cagoule, fous ta cagoule, fous ta cagoule. Ou t'auras froid, t'auras les gants, t'auras les boules. Fous ta cagoule, ouais, fous ta cagoule. La chair de poule, le nez qui coule, fous ta cagoule. Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Tu n'as reçu de l'Est à l'Ouest, même à Vesoul. Fous ta cagoule, ouais, fous ta cagoule. Eh oh, mais t'es au courant qu'on comprend rien à ce que tu dis? Cassien, tu m'engraines. Non mais c'est pas ça, mais on a un message précis, tu vois, c'est... Qu'est-ce qu'il est collant, ce type. Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel pot de colle. Il fait des idées ou quoi? Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Allez, vas-y, Gélo. Attaque. Ça marche. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Vous portez une prothèse dentaire? Ivoire Santé Dentaire vous offre une toute nouvelle gamme de prothèses, la prothèse naturalisée Ivoire. Pour la sensation et l'apparence d'une dentition naturelle, offrez-vous la nouvelle prothèse naturalisée Ivoire, disponible seulement chez Ivoire Santé Dentaire. Le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 1 se porte très bien. Le 2 est très heureux. Le 3 est un